Alors, comme on l'a dit cette semaine, Patrice, on va parler de transistors, de transistors de CPU. Puis, on peut pas vraiment parler de CPU sans d'abord faire un pas de côté, puis parler des transistors. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, un transistor, c'est une sandwich de matériaux semi-conducteurs avec des matériaux conducteurs dans lequel on va doper, c'est-à-dire qu'on va rajouter des atomes de bord dans un des matériaux. Donc, on prend du silicone, on ajoute des atomes de bord dans un des matériaux, puis dans l'autre matériau, on va ajouter des atomes de bord phosphate de mémoire dans l'autre matériau. Et là, on va créer ce qu'on appelle des zones différentes pour les atomes. Comme on voit dans l'image, on a la zone en bleu pâle qui sont des zones de type N, donc du silicone qui est le N de mémoire, c'était peu dopé, NOP. La partie verte, c'est des types P. Et là, dans un transistor, on a la base, qui est l'espèce d'antenne, si vous voulez, qui est la partie rose dans l'image. On a le récepteur, le collecteur, qui est la partie bleue, puis l'émetteur, qui est la partie bleu-mauve. Et lorsqu'on applique un petit courant minime dans la base, dans la partie rose, comme vous voyez, les plus, donc les électrons, vont attirer des électrons dans cette zone qu'on appelle la zone de déplétion et ça va permettre le courant de circuler. Donc, un transistor peut servir soit comme switch, donc typiquement on-off, on applique une petite tension dans la base et là, le courant se met à circuler, ou comme amplificateur, donc tout dépendant comment il est fabriqué, on va pouvoir l'utiliser soit d'une façon ou d'une autre. Donc, dans le cas présent, on a un transistor NPN, NPN, et il existe des transistors PNP qui sont le contraire de ce que vous voyez là, c'est-à-dire qu'on va appliquer une tension négative sur la base et ça va faire l'effet contraire. Donc, tout ça fait ce qu'on appelle un transistor. Puis évidemment, on l'a vu dans le développement des PC, on est parti des ordinateurs à tubes, éventuellement, les transistors sont arrivés à l'existence à partir des diodes. On a découvert les effets de champ qu'on peut constater dans ce cas-ci. C'est un effet de champ qui se produit. Et quand on est arrivé à développer des matériaux et les mettre en couche de façon efficace, on a pu développer des transistors de plus en plus petits. Ensuite, quand on prend des transistors, si on aligne plusieurs transistors ensemble dans des patterns X, Y, Z, on fabrique ce que tout le monde haït au cégep, ce que tout le monde a haï d'apprendre, les fameuses portes logiques. Donc, les portes et ou non, non ou non et, ces choses-là. Et il suffit d'ajouter quelques transistors de façon X, Y, Z et là, on construit un mini-circuit arithmétique qui nous sert à faire des calculs. Parce que rappelez-vous, un CPU, c'est une grosse calculatrice à la base. Oh oui, c'est ça. Donc, la partie centrale d'un CPU, c'est vraiment cette partie-là au niveau des portes logiques. Là, évidemment, je ne vous les nommerai pas tous. Je ne vous parlerai pas du calvaire de faire des portes logiques. Là, OK, si j'ai 1 ici, j'ai 0 là, ça veut dire que c'est une porte où, donc on ne rentrera pas là-dedans, je vous épargne. As-tu fait ça au secondaire, toi, de l'électronique ou non? Oui, un peu, mais je l'ai fait plus au niveau de mon emploi chez Vidéotron, là, quand j'ai fait ma formation parce que j'ai voulu aller technicienne sur la route. OK. Il fallait connaître les portes logiques. Okay. Et c'était quelque chose qu'il fallait savoir. Donc, je me suis planché dans un livre sur des en électronique pour aller les étudier. Puis tous ceux qui ont étudié en électronique au cégep ont généralement pas super apprécié la partie des portes logiques. Non, c'est sûr. Moi, je me souviens, au secondaire, on avait un cours où on faisait un stroboscope. Puis, oui,
On se Avec les faisait. 3 boutons, puis on avait des petits résistors, puis tout, là. Oui, ben on avait une petite carte où on pouvait mettre nos Ouais. transistors, les souder avec le fer, puis après ça, tester si notre concept marchait. Là, donc, c'était vraiment cool. Là. Ouais, moi, j'avais le projet du stroboscope, puis j'avais le projet de la petite boîte. Je pense qu'on avait 2 choix. On avait soit le stroboscope ou la petite boîte. Moi, j'ai pris la petite boîte. Tu avais 3 boutons, le low, medium, high. Tu OK. branchais les haut-parleurs dedans, puis tu avais une prise électrique pour brancher une lumière. OK. Et là, tout dépendant de la musique, là, ça suivait ton beat. Ah oui. Ouais, c'était comme pour faire des jeux de lumière, Ouais, là, des tu sais, à jeux de l'époque. lumière basés sur le beat. Là. Oui, oui, je pense que Ouais, j'ai fait fait qu'il y ça avait aussi. 3 prises. Fait Ouais. que là, je pouvais brancher une lumière rouge dans les basses, une jaune dans les Ouais, ouais, ouais. Ça. whatever. Puis là, je mettais les speakers dans le trou. Puis là, j'ajustais la sensibilité pour qu'ils réagissent plus ou moins, là. OK, je pense C'était qu'on a fait le vraiment même cool. projet. Là. Stroboscope, ça, je m'en souviens très bien. L'autre, ça me rappelle peut-être des souvenirs. Là, fait que probablement qu'on a fait la Ouais, même ouais. chose. Là. Fait que ce que je viens de vous dire, c'est vraiment la base d'un CPU. Il faut comprendre que, tu sais, quand on dit il y a tant de millions ou de mille de transistors, c'est pas des transistors alignés un à côté de l'autre là, en rang d'oignon, puis c'est plus compliqué que ça. On fait des circuits, on fait des switches logiques avec, on les empile de certaines façons pour faire des micro-circuits entre eux, et c'est ce qui arrive, c'est ce qui nous donne la possibilité de comprendre tout ça. Voici un CPU, on l'appelle le CPU de Scott, c'est-à-dire c'est une représentation très, très de base, c'est très au niveau principe. Donc, on a la partie, puis là, ce que je vous montre, là, c'est vraiment, à part la partie RAM qui est à droite, toute la partie avec les lignes que vous voyez, c'est ce qui se retrouve sous le couvercle d'un CPU, là, que vous voyez Intel quelque chose, c'est ce qu'on voit présentement. Donc, un CPU a besoin d'un control unit, donc une unité de contrôle centrale. CPU veut dire Central Processor Unit ou unité de Traitement. traitement central, Ça, unité de UTC. traitement Ouais. central. Et le control unit, qui est au milieu de la puce, est un peu comme une espèce de brigadier qui contrôle un peu tout. Là, il fait les requêtes vers la RAM en allant de la RAM dans la LU, et ainsi de suite. Il fait le contrôle de tout. Et évidemment, juste dans le control unit, il y a des millions de transistors. Là. Pas à l'époque des débuts, il y a des milliers de transistors. Donc, une des parties les plus importantes d'un CPU, c'est la partie de gauche qui est en blanc qu'on appelle l'ALU, le Arithmetic Logic Unit, qui est, on pourrait se le représenter comme une immense calculatrice scientifique. Donc, tous les calculs qu'on lui fait faire, tu sais, je sais pas, moi, additionne 5 plus 5, ben, se passe dans la lue. Puis là, je dis 5 plus 5, mais ça va plus loin que ça. Ça va, voici l'entrée que je veux, c'est-à-dire un 9. Si le client entre un 4, c'est plus petit que 9, tu vas dire que c'est faux, ainsi de suite. Tout ça est calculé dans la lue au niveau central. Et la lue comprend un registre dans lequel il peut déposer. En fait, il y en a 2 au-dessus de lui, là, qu'on ne voit pas, les petites boîtes blanches, 2 registres pour l'entrée A, l'entrée B, donc le chiffre 1, chiffre 2. Et en dessous de lui, il y a un registre où il peut déposer temporairement son résultat en attendant d'en traiter un autre. Et ensuite, l'ALU, évidemment, recommunique avec le control unit pour dire, ben, voici ce que tu m'as demandé de faire, voici le résultat. Et le control unit peut lui aussi le déposer dans un registre. Là, vous envoyez 4 ou 5 4 au-dessus de lui, qui sont des banques temporaires dans lesquelles il peut déposer les résultats. Et quand les résultats doivent être déposés à plus long terme, parce qu'il n'y a plus besoin de travailler avec, il va demander à la partie adresse, donc à quel endroit dans la RAM je peux enregistrer ce chiffre-là. Et il va encore là avoir un registre d'adresse qui va lui dire, ben, va-t'en la coordonnée X ou Y dans la RAM pour y déposer ta donnée. Et la donnée va cheminer par le bas dans la partie Data External Device vers la RAM et être déposée à l'adresse que l'autre a donnée. Et à la partie de gauche, on a les I/O, qu'on appelle couramment dans le domaine jargon technique, qui sont les input-output. Donc, un clavier est un appareil input, une souris est un appareil input, un disque dur peut être input-output, un écran est un output. Donc, tout dépendant à quoi on s'adresse, ben, le control unit va envoyer les datas. Il peut aller les demander via le register de la mémoire RAM, dire, ben, va me chercher à telle adresse la donnée que j'ai besoin d'afficher à l'écran. Et il va la faire transiger dans un registre temporaire, l'envoyer. Bon,
tout le monde voit le portrait. Évidemment, là, c'est à très, très haut vol, ce que je viens de vous dire. C'est vraiment du gros, gros, gros résumé. Il y a énormément plus de pièces là-dedans. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné puis qui est hyper important. On a ce qu'on appelle un cadenceur, ce qu'on appelle couramment dans le domaine informatique un clock. Donc, dans la puce, il y a un élément qui sert à donner le rythme de chacune de ces éléments-là qui vont transiger entre eux. Et nous sommes rendus plus ou moins autour des 4-5 GHz dans les meilleurs PC. On tourne autour de 3.6, 3.7 MHz, pardonnez-moi. 6 MHz ou GHz? GHz. Ouais, on est dans les gigahertz. Donc, tu sais, quand vous avez un PC i7, i9, 3.6 GHz, ça veut dire que la cadence à laquelle les opérations se produisent est à 3.6 millions, gigas c'est milliards, milliards de hertz. Donc, c'est par seconde, rappelons-nous, chaque seconde. Donc, c'est juste fou de comprendre à quel point c'est ordonnancé et ordonné. Si tu te souviens bien, dans les années 80, là, même peut-être un peu 90, là, tout le overclock, là, c'était un sujet hyper Ah ouais, hot. tout le monde faisait ça. Oui, Ah parce que ouais, là, ouais. on C'était voulait geek, tu tweaker. overclockais ta machine. Ben oui, tu voulais tweaker ton processeur pour aller chercher plus de puissance. Puis, soit que tu avais des outils comme le BIOS ou d'autres petits logiciels qui te permettaient d'y accéder, soit dans d'autres cas, il y avait peut-être d'autres façons de le faire. Là. Je sais que quand on a diffusé la semaine passée les ordinateurs Next, il avait réussi où il devait jouer avec la fameuse horloge interne là, pour être capable de faire fonctionner carrément le système d'exploitation parce que ça pouvait causer un problème si c'était overclock ou non. Là. Donc, Exact. Puis tu sais, ce que les gens ne savent pas, c'est que les constructeurs de... ouais, on fait monter le voltage, exact. On va jouer dans les voltages des cœurs. Il faut savoir que quand on crée des transistors, des CPU, ces choses-là, on a ce qu'on appelle une valeur de tolérance. Donc, on peut tolérer entre, je vous donne un exemple, 3,5 volts à 7 volts, mettons. Je pense pas que ça va jusqu'à 7. Là. D'après moi, ça doit arrêter à quelque chose comme 5. Là. Mais on a une tolérance et pour des raisons de sécurité, pour des raisons de dissipation de chaleur, parce que si on augmente le voltage, on augmente le wattage, la dépense énergétique, et donc on dégage plus de chaleur, ben, on a un effet qui fait qu'on a une dégradation des composantes et possiblement on peut brûler ces choses-là. Donc, les fabricants vont dire, ben, ton CPU, il fait en tant et tant de gigahertz, mais il y a une tolérance. Donc, si on dit 3,6 GHz, il peut probablement se rendre à 4 ou 5 ouais, GHz, c'est ça. mais pas avec une fan de base et pas avec une pâte thermale de base parce que vous allez tout brûler. Donc, il faut vraiment s'y connaître, mais oui, c'est faisable. Et à l'époque, t'étais geek si tu faisais ça. Là. Oh, oui, c'est ça. Ou si tu avais une version turbo de ton processeur. Là. Exact. Moi, le PC que j'utilise présentement, qui est un Strix G15 de Acer, qui est Asus Rogue. Asus Rogue a un mode turbo dedans. Donc, il roule à je pense, c'est 3 points quelque chose. Puis quand j'embarque le turbo, il monte complètement débile. Mais écoute, la fan à part là-dessus, j'ai l'impression d'avoir un hélicoptère dans Ah la oui, maison. c'est ça, c'est ça. Prochaine image que je vais vous montrer, c'est un CPU. Encore là, de Scott. C'est une représentation très schématisée principale de base dans lequel on a cadencé le processus à 10 Hz. Donc, on n'est pas dans les mégahertz, ma gang de vous autres. Là, vous allez dire, ça va vite en tabarnouche. Non, non, vous n'avez aucune idée de ce que ça peut représenter un 3,4 GHz. Mais là, vous allez voir quelque chose à seulement 10 Hz. Donc, à plus ou moins 10 opérations à la seconde. Alors, voici ce à quoi ressemble un CPU qui est en train de faire des calculs en temps réel à 10 Hz. Donc, on voit les échanges avec les boîtes arithmétiques qui sont représentées à gauche dans l'ALU. Donc, les portes logiques OU, et, AND, XOR, NOR, XAND, ainsi de suite. Et la partie centrale, le Control Unit, et la partie de droite qui est la RAM. On ne voit pas les I.O. là-dedans, ni les échanges externes, mais on voit un peu le processus dans lequel tout se produit. Donc, ça vous donne une petite idée de ce que ça va avoir là. Moi, je trouve ça super cool. 10 fois par seconde, c'est ça que j'ai dit, VA2?
Ou j'ai dit par minute? C'est par seconde dans les C'est hertz, par ouais. seconde, oui, oui. C'est par seconde. C'est ce que je voulais dire VA2, mais de VA2. Si tu parles de hertz à côté de VA2, tu as besoin d'avoir fait tes devoirs. VA2, il sait. Hey. Et ce bout-là sera Prochaine. dans le sommaire la semaine prochaine. Oui, c'est clair. La première puce CPU du monde, la plus populaire, la plus connue, il y a des collectionneurs de cette puce-là, la Intel 4004, la 4004, qui était hyper de base. Là, vous voyez, on a le control unit, l'ALU, quelques registres spécialisés, les outputs, les inputs, puis la RAM, c'était tout. Ça contenait 2300 transistors, Patrice. 0,74 MHz. C'était très peu rapide. C'était une compagnie japonaise qui avait fait la commande à Intel. Ça n'a pas été commercialisé, ça n'a pas été un grand succès. Là. C'est 1971, on est dans les débuts au niveau de la création de CPU. Ensuite, évidemment, vous comprendrez, quand j'ai développé l'espèce de petite présentation de ce soir, je me suis retrouvé dans un univers où je pensais qu'il y avait 4-5 puces de CPU dans le monde. Et Patrice, j'ai perdu ma naïveté. Oui, moi Tu aussi. t'aperçois que ça fait comme... Là, oh, OK, je peux pas toutes les nommer. Donc, j'ai choisi quelques grandes étapes. Oui, oui. Alors, ceux qui vont écouter l'émission, qui se disent, ouais, mais là, elle a pas parlé de ma puce. Ça se peut. OK? Pas de plainte là-dessus. Donc, la prochaine puce, c'est la 4004 officielle qui est venue après. Non, excuse, j'ai pas fait le suivant. La prochaine puce, c'est la Intel 8008 1974, 6000 transistors. On parle de 2 MHz, 64 kilooctets de RAM, complètement débile, qui a été développé à l'origine pour DataPoint 2200. Un ordinateur qui n'a pas vraiment vu le jour. Ça a pas mal été très marché très Bref. de niche. Hein? Ça a été bref comme histoire. Ouais, ça a été bref. J'en ai pas vu beaucoup. Peut-être que l'écran en large de même, c'était peut-être pas au mineur, mais bon. Fait c'était une puce qui était super, donc, mais elle n'a pas servi. Elle avait plusieurs défauts. Intel a retourné à ses planches pour développer la prochaine qu'on va voir après. Mais entre-temps, il y a le Motorola qui était dans la course, qui avait développé la 6800 autour de 75, juste un peu après la crise pétrolière, 4100 transistors, 1 à 2 MHz, et celle-là s'est retrouvée, chers amis, dans énormément de machines d'arcade à travers le monde. Oui, oui. C'était une puce qui était fiable, était facile à programmer, facile à utiliser, pouvait en mettre plusieurs entre elles, puis on arrivait à faire quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, ceux qui allaient dans les arcades au début des années 80, fort à parier que c'était la puce majoritaire qui occupait ces appareils-là. Puis, on changeait pas souvent les arcades, donc on pouvait faire 10-15 ans avec une même machine. Donc, cette puce-là s'est retrouvée longtemps dans les appareils. Ça, on a beaucoup parlé d'Intel à travers les années, mais Motorola était un gros joueur, là. C'était majeur, là. Oui, 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 c'est ça. Ensuite, on a c'est là qu'Intel commence. C'est là vraiment que, tu sais, la 8008 était comme pas super réussite, mais là, on se dit, on va faire différents, hein, il y a un message, différents usages, différentes puces, tous sous l'appellation CPU, ouais, mais pas pour répondre aux mêmes besoins, particulièrement avec des chips plus basiques et donc moins polyvalentes. Oui, tout à fait, VR2, il y a des puces qui étaient faites pour des jobs très spécialisés en entreprise, pour de la télécom, pour toutes sortes de situations. Donc, effectivement, il y avait des puces qui étaient hyper solides en termes de fonctionnalité, qui étaient peu évoluées, peu rapides, peu de traitement à la seconde, mais qui coûtaient presque rien parce qu'il y avait aussi un effet, un coût au développement. Donc, parfois, certaines entreprises allaient vers des choix moins chers. Hein. Donc, entre les puces que je vous montre actuellement, il y a un paquet d'entreprises qui ont développé des sous-versions de ces puces-là et qui étaient soit plus cheap, plus complexes, moins complexes, ces choses-là. Intel 8080, 1974, 2 MHz à 3.125. On est dans l'ère pré-x86. Oui, oui. x86, c'est l'architecture qui a servi au développement de Windows en général. Donc, on est avant le boom au niveau de Microsoft.
On commence à avoir une puce qui est orientée grand public. Donc, on commence à penser un peu plus en termes de fonctionnalité plutôt spécialisée au niveau des ordinateurs personnels, ces choses-là. Donc, Intel commence à viser ce marché-là à l'époque, qui était encore très, très balbutiant. Je vous rappellerai, en 1974, le marché des ordinateurs n'était pas encore grand public. Donc, eux voyaient l'avenir se tracer devant eux. Donc, il y avait déjà des projets à l'époque. Prochaine puce, la 8086. Donc, là, on rentre dans quelque chose que les vieux de la vieille se rappellent. On est dans la première puce 16 bits x86 1978. On n'est pas encore dans le boom. On est encore hyper niché, monsieur, tu sais, geek du fond d'université. On commence à avoir quelque chose qui commence à être saprement efficace au niveau de la consommation, puis qui promet et qui va promettre parce que tout de suite après, les prochaines générations de puces qu'Intel va développer, on a un boom extraordinaire au niveau du développement et à tous les niveaux. Parallèlement à ça, Patrice, ça doit clairement te dire quelque chose. Oui, oui, oui. La fameuse Motorola 68000 G8, il y a eu plusieurs versions, là, la S8, la G8, ainsi de suite, mais celle qu'on voit actuellement, c'est la G8. Et ce qu'on voit actuellement, Patrice, est-ce que tu peux le décrire? Parce que moi, je veux pas te vendre la mèche, je sais que tu le sais, mais je veux que les gens le disent. C'est Non, quoi tu penses? probablement c'est un motherboard d'un Apple, soit l'Apple 2 ou c'est ça, C'est hein? le premier. C'est le C'est ça. premier. Apple C'est 1, oui. la boîte du premier. Évidemment, vous comprenez qu'à l'époque, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on retrouve généralement dans un CPU actuel. Donc, on a la puce centrale qui est notre CPU dans l'image. On a des banques de RAM qui sont autour. On a des registres à gauche qui sont numérotés, qui permettent de déposer des valeurs qui sont en cours de traitement. Puis on a les I/O qui sont à droite, donc les input-output pour les équipements. Donc, on a une motherboard qui est littéralement un gros CPU qui est en développement, évidemment. Cette espèce de motherboard-là, c'est rapetissif. Ben, c'est pas rapetissif. La motherboard est à la même grosseur de nos jours, mais on a pris ces éléments-là que vous voyez à l'écran, puis on les a à l'intérieur d'une puce. Prochaine puce, ça c'est le premier Mac, la 68000 qui a équipé tous les premiers Mac à partir de 1980. Je suis pas très spécialité, qui a équipé les premiers Mac aux premières ventes qui ont commencé autour de 84, qui avait plus de 68 000 transistors. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Motorola utilisait des chiffres. Et on parle de 2 à 12 MHz. Apple avait choisi de la cadencer à 8. Donc, Oui, oui. je pense que c'est la raison pour laquelle la version G8 Oui, ça doit faire. a été développée, donc était probablement tweakée par Motorola pour fonctionner à 8 MHz au lieu de 2 ou ainsi de suite. Là. Ça, je ne suis pas spécialiste de ça. Moi, j'étais parti. Mon premier Mac, c'était le 68030. J'avais pris Ah la ouais? génération là, qui était le SE30, là, donc le Special Edition avec le 68030. Celle qui avait amélioré un peu, Oui, ben, c'est ça. C'était beaucoup plus rapide que le 68000 là, qui était celui qui qui avait était très toujours de été utilisé. base. Oui, c'est ça. Et en passant, il y a encore des équipements qui se servent de ces puces-là de nos jours en passant. Hein? Ben oui. Ne soyez pas dupes. Ce n'est pas parce qu'on est rendu avec des Intel i9 wow, que ces puces-là ne sont pas encore utilisées. Il y a beaucoup de citoyens qui se développent des Arduino, ces choses-là, qui vont se commander ces puces-là parce qu'ils sont faciles à programmer, ils font des choses de manière simple, rapide pour leurs besoins, puis qu'ils ont une complexité au niveau d'un CPU. Ah, j'ai oublié de dire tantôt, Patrice, Oui. dans mon image, je parlais du Control Unit, là, mais en dessous du Control Unit, il y a aussi ce qu'on appelle une puce hyper spécialisée qu'on appelle le Instruction Set. Et le Instruction Set, c'est une banque de données qui comprend toutes les instructions possibles qu'un CPU peut faire. Donc, jump, print, go to, run, toutes les commandes spécifiques qu'un CPU va faire, donc, vont se retrouver dans une banque de données qu'on appelle les instruction set. Et le control unit va jouer avec ce set d'instructions-là pour faire des contrôles mathématiques dans l'ALU au niveau central. Oui, c'est ça. Et voilà. C'est là que l'univers commence pour moi. Pour beaucoup de monde, oui. C'est moi qui suis né là.
ce qu'on a appelé traditionnellement tous le 386. T'as-tu un Pentium 386? Oui, oui. Un 386, c'est en réalité un 8386. Oui. Intel a choisi de changer de nom parce que trop de monde qui utilisait la même appellation en développant des clones de cette puce-là de différentes manières. Et Intel voulait se distancier et arriver avec une solution qui était très lui-même. Donc, a choisi à partir je pense qu'on est en 85, c'est ça que ça dit dans ma chose, de se distancer, d'y aller avec un Intel 386 ou i386. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le début de l'ordinateur grand public at large. Moi, j'étais au secondaire. Non, j'étais pas au secondaire, j'étais au primaire. Je vais être en quatrième ou troisième année de primaire. OK. Et on commence avec les premiers ordinateurs de bureau. Évidemment, avant ça, j'avais eu des VIC-20 et autres appareils, là. Mais c'est le premier, disons, PC Microsoft que la majorité des gens ont eu à la maison. Toi, t'as-tu eu ça, Patrice, ou t'étais déjà Mac? Moi, j'ai eu le 80-88 qui était mon premier ordinateur. Après ça, le deuxième, mais je suis tombé tout de suite sur un Mac avec le 68030. Mais pour le travail, j'ai eu des Pentium, mais je pense qu'on était plus rendu au 486 dans ces années-là. Là. Ouais, Mais ben effectivement. Après ça, on tombe dans la version 486 et apparaissent en 95, on est 10 ans plus tard, les premiers dual core. Donc, on s'est dit, garde, on est hot, on n'arrête pas de rapetisser les CPU. Hey, buddy, on aurait de la place pour en mettre deux. oui, c'est Puis ça. là, ben, si on en met deux, on peut faire du multithread. Multithread, terme pour dire qu'on travaille à plusieurs opérations en même temps via deux corps qui font des choses séparées. Donc, en 95, Pentium D pour Dual sort 3,75 MHz, 130 millions de transistors. C'est complètement fou. Oui, dans ces années-là, là, c'était des pods géants qui se faisaient. Ah ouais, euh, c'était, tu sais, genre, on partait de là, puis pouf, on oui, c'est montait ça. Oh non, d'une c'était coche, c'était complètement impressionnant. Oh, débile. oui. Ensuite, il faut comprendre que l'architecture d'un dual core, d'un quad core ou de ces choses-là, évidemment, que chaque CPU va garder son ALU, ses registres, son control unit, mais on rajoute à ces corps-là une unité de contrôle en dehors qu'on appelle le link, là, qui est capable de linker tous ces CPU-là, un contrôleur de mémoire qui va faire la transition entre les différents CPU pour pas que chacun s'en aille de son bord en disant moi je vais enregistrer sa mémoire. Puis évidemment, il y a des sous-systèmes de plus en plus complexes. Puis dans l'image qu'on a là actuellement, il y a une partie que je ne veux pas parler tout de suite, qui est la partie GPU, qui ne fait pas réellement partie des dual-core au départ, mais qui a fini par apparaître et qui m'amène à la prochaine slide, qui est l'apparition des SOC, qu'on appelle les systèmes On on chip. chip. Et là, il y a différents niveaux de SOC. Quand on parle de SOC, la plupart des gens pensent automatiquement à cellulaire ou tablette, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est plus large que ça. Mais un système on chip, ben, c'est un peu comme dans l'image qu'on voit ici. On a une partie en haut, on a une représentation d'une chip SOC Snapdragon de Qualcomm, dans lequel on a le modem LTE qui est en haut, la partie Wi-Fi, on a la partie hexagone qui est pour l'affichage, la partie agnostique pour l'audio, un gestionnaire de mémoire, on a l'Adreno 630 qui est le GPU, le Graphic Processor Unit, parce que quand on a développé de plus en plus de corps, on s'est dit, ben, cet ordinateur-là, on n'a peut-être pas les moyens d'y mettre une carte vidéo parce que c'est cher, ces choses-là. Donc, on va mettre la carte vidéo directement dans la puce et ça s'est mis. Puis c'est pour ça que souvent, vous achetez un PC, c'est comme mon ordinateur que j'ai actuellement. J'ai Intel quelque chose comme carte graphique qui est intégrée sur le CPU, mais j'ai aussi ma carte graphique qui est une GTX qui est à part. On a Qualcomm Spectra, qui est une autre partie que je n'ai pas checké. Cryo, qui est la partie CPU. Puis on a toute la partie Secure Processing Unit, qui est la partie sécurité d'accès au niveau des puces. Petit bond en arrière, j'ai oublié Patrice. Le Motorola 6800, qui est la première des puces,
avait une énorme particularité qu'Intel n'avait pas développée à l'époque. Elle avait la première puce qui permettait d'avoir des niveaux de privilèges De, de et des multiples privilèges, c'est ça? utilisateurs. Ouais. Donc, on pouvait, si je n'avais pas des privilèges administrateurs, je n'avais pas accès à certains processus du CPU qui étaient réservés par privilège ou par utilisateur. Donc, ça devenait une puce qui était hyper intéressante pour toute la partie sécurisation des processus. Et c'est pas étranger au fait que Apple a décidé de choisir ce genre de puce-là au niveau de son architecture. Et ça a été utilisé après ça pour tout ce qui est Unix et autres dans d'autres domaines. Oh, oui. Ces puces-là ont été très, très utilisées. Évidemment, on ne passera pas à côté de la puce A16, qui, ben, ils sont en train de développer la A17. Évidemment, Apple sont très, très, très secrets sur l'architecture, donc on n'a pas de plan, mais on a des engins neurales, c'est-à-dire un CPU qui est entièrement réservé à toute la partie intelligence artificielle, automation, ces choses-là. On a un GPU, des cœurs graphiques, on a le CPU, puis on a tout le reste, la gestion mémoire, ces choses-là. Donc encore là, le A16 est un SoC, donc un système on-chip. Pour certaines parties de la chose, ils n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas la partie modem et Wi-Fi sur la puce A16, ils l'ont à part, mais c'est quand même un SoC parce que ça comprend d'autres systèmes à l'intérieur. On a AMD aussi qui a été longtemps, Patrice, tu te rappelleras, Oui, oui, oui. le frère pauvre, quand tu avais les moyens, tu avais un ordinateur Intel, puis quand tu n'avais pas les moyens, tu avais un ordinateur AMD. AMD, oui. Malgré que les Ouais, performances étaient bonnes sur ces processeurs-là, là, c'était correct, mais c'était mal vu. Et c'est de moins en moins le cas. AMD est en train de prendre une part absolument énorme de tous les marchés parce que leur socle, le système on chip, est très efficace, très adaptable pour des différents types d'utilisation, que ce soit Linux, Android, Windows. Microsoft a adapté l'architecture pour être capable de fonctionner sur les puces AMD depuis un certain temps. Et ils sont en train de rattraper tout le marché des objets intelligents. Ces choses-là, ils sont à peu près partout, dans vos téléphones, dans vos appareils. Donc, très bel avenir pour AMD. Et Intel tire encore un peu de la patte à ce niveau-là. AMD est en train de prendre les devants. Fait qu'il y a encore de belles guerres à venir, je crois, dans ce domaine. oh, c'est sûr, ça. Il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'investissement. Là. Et l'avenir, Patrice, Les on s'en va prochains, où? on s'en va où avec ça? Ben oui. Les prochains ordinateurs HP nous disent qu'ils vont utiliser des électrons, des photons et des ions. Au Et lieu là, des vous devez transistors. Oui. comprendre, ouais, vous devez comprendre que le CPU est stratégiquement positionné à une distance maximale de la RAM. On ne peut pas, pour des raisons de physique hyper simples, le temps que voyage un électron vers la RAM puis qu'il revient, on ne peut pas mettre la RAM où on veut dans un PC. Il faut qu'elle soit à un maximum de, je pense, c'est 4 ou 5 mm, 10 mm, quelque chose du genre. Et ça nous empêche, ça nous restreint dans le design d'un motherboard parce qu'on est pris pour mettre la RAM à un endroit. Dans un monde idéal, la RAM serait évidemment sous forme électronique, mais la communication entre la RAM et le CPU se passerait via des photons, donc de la fibre optique, ce qui nous permettrait d'éloigner les distances au niveau de la mémoire. La sauvegarde de données, donc on utiliserait des ions. Donc on pourrait déposer dans des substrats des ions pour pouvoir conserver des données. Donc les tailles de conservation tripleraient, on pourrait avoir énormément d'espace. Et ainsi, on aurait des ordinateurs qui seraient complètement du futur, presque à la Star Trek. Et là, ça va plus loin que ça, Patrice, parce que des scientifiques qui travaillent depuis quelques années sur des transistors optiques. Oh, Et ces transistors optiques-là ont environ 1000 fois plus de rapidité qu'un transistor actuel en termes de capacité de communication. On ne parle pas de 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Vous comprenez qu'actuellement, on n'est pas rendu à étendre 1 300 000 transistors. On est encore à l'époque du 4-5 transistors sur une table d'un laboratoire. OK? mais à un moment Mais il y donné, a ils un vont être développement. capables. Bon, ouais, c'est ça. Exact. Fait qu'on s'en va dans ce qu'on appelle éventuellement vers l'ère de la photonique, vers l'ère des ordinateurs
quantique, photonique. Bref, on se rapproche étrangement de nos sources de science-fiction avec les ordinateurs de Star Trek ou de Stargate, dans lequel on utilise des cristals, ainsi de suite. Ça sera peut-être pas si fou que ça dans 15-20 ans. Oui, c'est possible, oui. Alors, c'était ma présentation, Patrice. Je pense qu'il y avait des pans de mur de l'histoire là, que on voyait que ça se déroulait à un rythme quand même assez lent, mais plus les années ont avancé, plus les cycles se raccourcissent en termes Oui, de la loi de développement. mort, en Hein? passant, j'ai oublié d'en parler, mais la loi de mort est un mathématicien, je pense en 73-74, monsieur mort, là, je ne me rappelle pas de son nom, qui avait prédit que euh, la courbe s'en irait en doublant tous les 18 mots, quelque chose du genre. Et j'avais une vidéo, mais qui dure 5 minutes. Là, je ne voulais pas la mettre parce que c'est 5 minutes de chiffres qui bougent dans lequel on va regarder et Oh, on ne c'est ça. parlera pas. Là. Oui. Mais elle a presque toujours été respectée, à part un peu autour de 2000 où là, la loi de mort montait, puis là, whoop, on avait un CPU qui apparaissait, qui dépassait, mais la loi de mort montait. Fait qu'on la respecte encore, mais il y a des moments où on prend du retard par rapport à la loi de mort, puis d'autres moments où on se rattrape. Mais dans les débuts de l'informatique, jusqu'à peu près les années 90, on la suit là, strictement. On a un peu plus de lenteur depuis quelques années, mais à date, elle n'est pas contredite. Je pense que le gros défi, c'est toute la gestion de l'énergie. Hein. Parce que, bon, les capacités de calcul, ils sont là, les capacités de traitement, mais au-delà de ça, c'est la mobilité, c'est la capacité de pouvoir optimiser finalement l'utilisation de l'énergie pour faire ces fonctions-là. Là. Mais tu sais qu'on est à un poil de situations qui peuvent déboucher parce qu'il y a de multiples disciplines dans le monde que parfois ils vont faire une légère découverte qui semble simple pour elles, mais qui va amener une autre découverte dans un autre département. Puis une que je regardais cette semaine, qui n'a pas rapport tellement avec notre sujet, mais qui est quand même geek, qui est les supraconducteurs à température ambiante. Donc, on a une découverte scientifique actuellement qu'ils ont découvert que en fait, des scientifiques ont développé une microscopie de plus en plus avancée pour être capable d'observer le phénomène de supraconduction via microscope. Ils ont fini par comprendre qu'il y avait un effet de géographie ou de topographie dans la façon que les couches étaient faites qui permettait la supraconductivité. Quand on abaissait la température, la topographie changeait. Ils ont été capables de l'observer. Et là, ils se sont rendus à l'étape de « Oh! OK, c'est cette forme-là qui provoque la supraconductivité. » Excusez-moi, j'ai de la difficulté. Et donc, on peut espérer dans 2, 3, 4 ans d'arriver, parce que là, dans la physique des nanomatériaux, on est capable de faire des couches, multicouches, puis on commence à pouvoir designer ce qu'on veut. Puis où je veux en venir, Patrice, je suis sûr que tu me vois venir, mais c'est que si on est capable de développer un matériau supraconducteur à température ambiante, pas très cher, de façon abordable, on a un matériau qui n'a aucune résistivité, qui ne dégage aucune chaleur, donc qui ne s'oppose pas à l'alimentation électrique. Et là, on passe d'une situation où on avait un blocage dans le développement des CPU puis de l'informatique à explosion de nouvelles capacités parce que là, subitement, on ne peut s'occuper de ça. On n'est plus restreint par ce paramètre-là. C'est ça. Fait que la recherche de ce côté-là va bon train. Puis je pense qu'il y a tellement de potentiel en développement économique ou en développement de solutions de toutes sortes que les chercheurs, probablement, ça peut être hyper payant pour eux s'ils réussissent à trouver la solution miracle. Là. C'est clair. Fait qu'on, on va suivre ça au cours des prochaines années, de la prochaine décennie. Là, ça va être assez fascinant.